Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ce sera un format un peu particulier puisque je me suis essayée au vlog. Ça a été une expérience assez difficile mais je suis assez contente de vous présenter cette vidéo. Donc je commence par vous montrer un petit peu ce que je fais le matin dans ma routine un petit peu littéraire. Je prépare mon thé et là je venais de recevoir des tasses absolument somptueuses qui sont des tisanières en fait, c'est-à-dire que vous avez déjà l'infuseur intégré dans la tasse. Voilà, donc c'était l'expérience et le test, mais malheureusement le thé que j'utilisais ne rentrait pas dans les trous, étaient beaucoup trop larges en fait pour l'infuseur. Donc j'ai fait ça à l'ancienne comme vous pouvez le voir et je fais ça très proprement, ce que je ne fais pas toujours le reste du temps. Ensuite, ce matin-là, j'avais décidé de faire mes recherches pour les sorties livresques du mois de juillet. Donc la plupart du temps, j'utilise le site Booknode pour m'aider. Il m'arrive aussi d'aller sur Babelio et vraiment, lorsque je n'arrive pas à trouver une information ou que les dates sont contradictoires, je vais tout simplement sur le compte Instagram des maisons d'édition ou directement sur leur site pour avoir de plus amples renseignements et être sûr de ne pas vous donner des dates qui soient fausses ou qui aient changé entre temps. J'essaie toujours de faire de mon mieux sur ces vidéos, mais c'est vrai que c'est assez difficile parce que parfois les informations sont vraiment peu claires sur les sites comme Booknode ou Babelio, même si ceci dit c'est un bon annuaire des sorties qui permet de faire un rapide point de vue et tour d'horizon de ce qui va paraître dans les semaines et dans les mois qui viennent. Ensuite, je voulais vous présenter le tarot interdit. Donc c'est un tarot qui est publié chez les éditions 404 et qui s'inspire de l'univers de Vampiria, donc la saga de Victor Dixon publiée dans la collection R qui compte aujourd'hui 3 tomes. Et il y a eu pas mal de problèmes d'édition avec ce tarot puisque il devait sortir à l'époque de la pénurie de papier, donc ça a été très compliqué, il a été reporté et il est paru donc au mois de juin, il me semble début juin, chez les éditions 404. Donc il y a un fascicule, un manuel explicatif qui vous présente à la fois les cartes mais aussi des formes de tirage, donc même si vous êtes novice, vous ne serez pas perdu. La présentation est absolument somptueuse et les illustrations le sont également. J'ai commencé par vous montrer les arcanes majeures, donc j'ai mis la vidéo en accéléré pour que ce ne soit pas trop long pour ceux que ça n'intéresse pas. D'ailleurs sachez que vous avez un timecode dans la barre d'infos si vous souhaitez passer rapidement sur cet unboxing du tarot interdit. Je voulais quand même vous montrer les illustrations parce qu'elles sont vraiment très sympas et pour les fans de la saga, vous allez voir qu'il y a énormément de références aux aventures de l'héroïne de Vampiria. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans la lecture de Un dernier soir à Tokyo qui est paru récemment chez les éditions Glénat, qui est un graphique absolument somptueux avec lequel j'ai passé un très bon moment. Et il est fait par l'auteur notamment de La plus belle couleur du monde, dont je vais vous parler en fait juste après, donc je vais arrêter de blablater. Voilà, je vous en parlerai cette fois, non pas en voix off, mais en vidéo. Lorsque je lis, j'aime beaucoup être au calme. Alors j'ai une nouvelle routine puisque pour mon anniversaire j'ai reçu ce somptueux fauteuil de chez Ikea qui est mon premier fauteuil de lecture. Je me sens extrêmement adulte depuis que je le compte dans ma vie et j'aime beaucoup y lire. Je trouve que sa couleur est parfaite, en plus cette espèce de vert profond, c'est vraiment très joli. Là, j'avais choisi de lire plutôt des graphiques, mais c'est vrai que là, dans ma routine livresque actuelle, je dévore les romans à une allure assez impressionnante, même pour moi. Et voilà, de temps en temps, j'aime bien faire des posts graphiques, et là, j'étais dans un moment post graphique, et sachez que je tournais cette vidéo le week-end de mon anniversaire, et que si j'ai une tête profondément triste, c'est que je l'étais, puisque vieillir ne me réjouit jamais. Quand je lis, j'ai toujours de la visite, notamment de la part d'Indy, qui vient ici au premier abord, on pourrait dire simplement faire un tour, mais il s'avère que c'est toujours beaucoup plus long et que finalement
les chats aiment bien s'installer, voilà, tout simplement. Après, c'est une très bonne compagne de lecture, puisqu'une fois qu'elle a trouvé sa place, on ne l'entend plus, elle ne bouge plus. Donc une fois qu'elle est installée, elle ne bouge plus, comme vous pouvez voir, et c'est toujours un très très bon moment. J'ai terminé La plus belle couleur du monde de Golo Zhao, publié chez Glénat. Donc c'est une énorme brique qui fait très exactement 530 pages, il me semble, avec des... Pardon, 578 pages. Je vous ai mis quelques inserts juste avant ou juste après, je verrai. Cet ouvrage, je le vois passer un petit peu partout depuis sa sortie. Et il se trouve que Glénat a eu la gentillesse de me l'envoyer pour la sortie de celui-ci, donc le nouvel ouvrage de l'auteur qui s'appelle Un dernier soir à Pékin. J'ai donc terminé ce livre-ci avant et j'ai enchaîné avec celui-là, mais je préfère commencer par vous donner mon avis sur celui-là. J'ai l'impression, je ne me suis pas plus documentée et j'avoue ne pas avoir lu la biographie de l'auteur, que l'auteur s'inspire de sa propre vie pour nous raconter des petites histoires de son adolescence ou de son enfance. Et c'est très joli, il y a vraiment un côté très nostalgique, très fin, avec des psychologies adolescentes qui sont très marquées, typiques et intéressantes dans le sens où tout le monde peut s'identifier au personnage. Dans cette histoire, on suit donc Zhu Rucheng, j'espère que je le prononce bien, qui est en troisième, donc on est en Chine, et qui a une passion pour l'art et le dessin, mais qui a quelques difficultés à représenter certaines nuances de couleurs. Et une de ses camarades de classe, quant à elle, a la particularité et le talent de pouvoir représenter absolument toutes les nuances de couleurs. Et elle va l'éduquer et l'apprendre à voir finalement, au-delà des couleurs connues ou des choses que lui connaissait et qui lui étaient, communes et accessibles. Ce qui va ouvrir en fait toute une nouvelle dimension à son travail artistique. En parallèle de ça, ce jeune garçon, il est également harcelé avec deux de ses camarades et toutes ces histoires vont un petit peu s'entremêler et vont donner lieu, enfin vont faire émerger en fin d'ouvrage un problème assez dramatique. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler évidemment, mais j'ai trouvé que la chute du récit était vraiment difficile. C'était très intéressant, ceci dit, j'ai beaucoup aimé voir l'évolution du personnage. Voilà, c'était un récit vraiment touchant et les illustrations sont vraiment très très belles, c'est un ouvrage très qualitatif. C'est également le dessinateur de la balade de Yaya qui avait reçu un prix au Festival d'Angoulême en, c'est écrit, 2012. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit retour dessus. Vraiment, je suis très très heureuse de l'avoir découvert. Et si vous cherchez un ouvrage un petit peu, j'allais dire doudou, mais je ne suis pas sûre que ce soit le terme parce qu'effectivement la fin est assez violente. Mais pour moi, il y avait un petit côté Your Name, voilà, dans cet ouvrage. Et donc c'était très rassurant et très doux pour moi de lire ça. Même si, voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est un ouvrage linéaire et plat qui ne vous surprendra pas ou qui ne vous fera pas un petit peu être triste, en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est très bien fait, c'est pas du tout tire-larme, il y a vraiment une volonté de l'auteur de faire quelque chose d'atypique un petit peu. Les illustrations à l'intérieur sont en couleur, je vous les ai déjà montrées normalement, ou vous les verrez après selon au moment où je place les inserts. Mais voilà, donc la plus belle couleur du monde, je l'ai lu, ça y est, et ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc je suis très satisfaite. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai également terminé Un dernier soir à Pékin, du même auteur, donc de Golo Zhao, qui est, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je ne sais pas si on appelle ça un manga en ce qui concerne les ouvrages chinois, mais l'auteur est chinois. Et là, on est une nouvelle fois, un peu comme dans La plus belle couleur du monde, sur un récit très nostalgique et empreint de souvenirs en fait. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust finalement. On a 3-4 petites histoires sur les souvenirs du protagoniste principal qui racontent en fait ce qui a pu arriver dans sa vie. Il y a notamment des souvenirs avec le gérant d'un salon de thé qui vraiment va faire radicalement changer la vie du personnage principal d'un dernier soir à Pékin. Il
y a un autre récit sur... ça parle beaucoup d'alimentation quand même, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup les... surtout dans les mangas et dans les récits asiatiques, j'aime beaucoup quand on parle de l'amour de la confection du thé, la confection des plats gastronomiques ou pas d'ailleurs asiatiques. Bref, je sais pas pourquoi, je suis très sensible et je trouve toujours ça très esthétique. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses sur la nourriture. Et donc le protagoniste principal qui s'appelle, alors je suis désolée, je suis toujours aussi mauvaise en nom, qui s'appelle He Liu, il est originaire en fait d'un village de campagne en Chine. Et il finit par aller s'installer à Pékin. Et nous, on le suit au tout début de l'histoire à Pékin avec une jeune femme au restaurant. Et il commence à raconter un petit peu ses souvenirs de jeunesse. Voilà, donc c'est vraiment un très très joli ouvrage également avec ce même côté que je vous décrivais tout à l'heure, qui est assez mélancolique et nostalgique. Voilà, donc vraiment très très bel ouvrage aussi, donc très contente de l'avoir lu. Bon alors j'ai terminé Miroir Miroir, le premier tome de Kaiju Shirai et Posuka Demitsu. Ce sont donc les auteurs de The Promised Neverland, qui est une saga manga que j'affectionne particulièrement, je dirais. Même si je me suis arrêtée au tome peut-être 10 ou 15, je ne sais plus. Mais j'ai pas beaucoup aimé cet ouvrage-ci, qui est, si j'ai bien compris, un one-shot. Alors déjà, je n'aime pas du tout le papier plastifié comme ça dans les mangas, ça m'enlève un des plaisirs du manga en fait. Et certaines illustrations sont également en couleur. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Donc bon, ça c'était le premier bémol, c'était un bémol purement esthétique et confort de lecture. Donc je pense que j'en aurais pas du tout tenu rigueur à l'ouvrage. Mais en soi, j'ai pas trouvé l'histoire très intéressante. Et il y a trois petites histoires et en gros ça s'inspire de la philosophie un petit peu et de la façon de voir la mode et la femme de Coco Chanel. Et franchement je trouve que l'idée elle pouvait être cool quoi, même si elle a du coup absolument rien à voir avec The Promised Neverland et que j'ai du mal à comprendre pourquoi on fait le parallèle entre les deux en quatrième. J'ai pas été trop convaincue, ça m'a pas beaucoup parlé, j'ai pas spécialement apprécié les personnages ni les histoires. Mais en gros, c'est un peu cette idée que la mode, le maquillage, le parfum font qu'en fait on peut être la femme qu'on veut être. Ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé ça ni profond ni très intéressant. Je l'ai lu parce que encore une fois, bah, c'était les auteurs de The Promised Neverland et que j'étais curieuse. Mais voilà, ça restera pas du tout gravé dans ma tête. Pas du tout, du tout. Donc je laisse tomber. Enfin, après je laisse tomber mais je crois que c'est un one shot donc je ne laisse pas vraiment tomber. Mais j'ai failli arrêter en cours de route alors qu'il y a 150 pages mais c'est vraiment pas fait pour moi en fait, pas du tout. Je vais maintenant relire Jizo et Ningyo parce que je les ai lus je pense à un moment qui n'était pas très opportun pour moi. J'ai déjà très peu de souvenirs alors que c'était il y a peut-être 2 semaines. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me relancer. J'ai pas... je pense que j'ai été un peu hermétique et que à ces lectures alors que j'en avais entendu beaucoup de bien, donc je suis un peu frustrée. Je pense que ça mérite relecture. Ça va être très rapide puisque ce sont des one-shots et qu'ils sont tout petits. Je vous montre les couvertures, je pense que vous les avez déjà vues. Je remercie encore une fois Glénat parce que Glénat me surgâte. Donc j'ai reçu Jizo pour la sortie de Ningyo en fait, parce que je n'avais jamais lu celui-ci, donc j'étais curieuse. Et voilà, je vous dis ce que j'en ai pensé dès que je les ai terminés. Alors je viens de finir ma relecture de Jizo et je ne suis toujours pas convaincue. Je trouve que c'est un peu plein de bons sentiments et que c'est presque exagéré. En gros on suit... Alors c'est incroyable, je suis si mauvaise en prénom. On suit Aki qui ne retrouve plus le chemin de chez lui et qui va tomber sur un petit garçon qui s'appelle Jizo qui va lui proposer de l'aider en fait à retourner chez lui, sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça puisque Aki évolue dans un univers où il ne peut pas avoir de contact avec les personnes réelles, c'est-à-dire qu'il voit les gens passer mais il ne peut pas les toucher ou leur parler. La seule personne qui semble conscient de son existence, c'est Jizo. Et voilà, donc dans un premier temps, il va douter de Jizo, de pourquoi... Enfin, il va douter de plein de choses. Et il va y avoir une espèce de sorcière, en fait, qui va poursuivre les deux garçons.
Et je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais en tout cas, c'est sur la thématique du deuil. Donc, si c'est un sujet sensible pour vous, peut-être éviter de le lire actuellement. Mais je pense qu'il y a un petit côté légende urbaine aussi. Ça doit se baser sur des croyances nippones, certainement. Parce qu'il y a beaucoup ce truc de. Comment dire? En fait, il y a presque un côté grec même, dans le sens où en fait l'âme doit traverser quelque chose pour passer dans le monde d'après un petit peu. Bref, c'est très confus ce que je suis en train de vous dire. Mais j'ai pas été fan, j'ai pas trouvé ça très touchant. C'est dommage puisque je m'avais entendu beaucoup de bien de la part d'énormément de personnes, mais ça l'a pas trop fait avec moi. Les dessins sont très jolis par contre, je vais vous en montrer quelques-uns. Mais voilà, je trouve que c'est très réussi, mais j'ai pas été plus emballée que ça. Bon, du coup, j'ai également fini Ninigyo, que j'ai peut-être préféré à Jizo. Je ne sais pas. Mais pareil, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc là, on est dans notre univers, en fait, en gros. On est dans la forêt, parce que je ne me rappelle pas des noms, évidemment. d'Aokigahara au Japon. Donc c'est la fameuse forêt où la forêt des suicidés. Et donc on va suivre Kei qui a perdu son grand frère qui est venu dans la forêt se suicider alors que lui n'a jamais décelé chez ce frère une souffrance quelle qu'elle soit et encore moins une souffrance qui pourrait l'amener à commettre l'irréparable. Donc il va partir en fait sur ses traces pour enquêter et comprendre pourquoi son frère en est venu au suicide, et arrivé dans cette forêt il va se rendre compte qu'il y a des espèces de forces mystiques à l'œuvre et que ce sont ces forces mystiques qui auraient poussé son frère au suicide. Alors ce n'est absolument pas un récit horrifique, même si présenté de la façon dont je viens de le faire on pourrait penser que c'est pas du tout le cas. Maintenant c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu magique et fantastique dans ce récit. Un même problème que Gizo pour moi, c'est qu'on est sur quelque chose d'un peu trop. En fait, c'est presque plat tellement c'est dans le bon sentiment, et ça, j'aime pas trop. Je trouve que c'est trop redondant, trop vu et revu. Donc voilà, je suis pas fan, surtout que ce sont des one-shots, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté de la part des auteurs en fait de faire passer ce type de message, et je trouve ça ouais, voilà, un peu niais en fait simplement. Avec presque un côté développement personnel mais amené d'une façon un peu mystique et fantastique. Donc ça l'a pas fait pour moi, et je pense que là je vais me mettre à lire du roman pour arrêter un petit peu le graphique parce que j'ai enchaîné pas mal de lectures. Et de toute façon, je dois me remettre à La princesse sans visage d'Ariel Holmes.
les dimanches. J'ai pas eu le temps de refilmer hier pour vous parler de mon avancée dans La Princesse sans visage d'Ariel Holst. J'en suis à la page 200 et quelques, il m'en reste plus de 150. Et hier, donc, je suis allée faire un tour en centre-ville et donc en librairie. Je suis passée chez Gilbert Joseph et je me suis procuré quelques ouvrages. Je m'excuse par avance si il y a beaucoup de coupes durant ces plans-là parce qu'il fait une chaleur mais intenable. Donc je sais pas, les mots ont du mal à venir et il fait chaud tout simplement. Les 2 premiers livres que je me suis procurés, il s'agit donc dans un premier temps d'Écrire de Marguerite Duras, qui est un ouvrage qui traite de l'acte d'écriture et du fait d'écrire. Donc c'est ce que Marguerite Duras pense et veut et dit de l'écriture tout simplement. C'est toujours très intéressant de voir ce que les auteurs qu'on apprécie vraiment pensent de la littérature, ce que ça représente pour eux, ce que l'acte d'écrire représente aussi. C'est quelque chose qui me passionne et m'intéresse et de toute façon j'aime Marguerite Duras et lire Marguerite Duras dans absolument tout ce qu'elle fait. Donc je suis très curieuse de découvrir cet ouvrage-ci, qui a été dans ma palle il y a quelques années maintenant, dont je m'étais séparée et qui y revient maintenant. Donc je pense que c'était pas le bon moment simplement. Je pense que j'avais peut-être pas la maturité nécessaire pour avoir envie ou pour comprendre peut-être l'importance que ça aurait pour moi un jour de connaître les véritables intentions des auteurs, mais aussi le véritable impact de la littérature sur leur existence tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et je vais éviter de faire comme dans tous les bookhauls où je vous dis tout le temps que j'ai hâte de lire les livres, mais voilà, forcément, il me tente beaucoup. Le second, toujours de Marguerite Duras, il s'agit de 10h30 un soir d'été. Ah pardon, 10h30 du soir en été. Alors je connaissais le titre mais absolument pas l'histoire, donc je vais vous lire rapidement le résumé, ou tout du moins ce que je trouve en quatrième de couverture comme présentation du roman. C'est encore une fois les vacances, encore une fois les routes d'été, encore une fois les églises à visiter, encore une fois 10h30 du soir en été. Des goyas à voir, des orages, des nuits sans sommeil et la chaleur. Un crime a lieu cependant, qui aurait pu peut-être changer le cours de ces vacances-là. Mais au fond, qu'est-ce qui peut bien faire changer le cours des vacances ? Donc c'est un tout petit ouvrage de 150 pages. Alors il faut savoir que je commence à avoir quelques livres de Marguerite Duras dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Il y a notamment Moderato Cantabile que je vous ai montré dans un de mes derniers book hauls. Il doit y avoir le vice-consul quelque part et aussi le ravissement de l'Olvestein. Donc il va falloir que je m'y mette parce que je les achète au fur et à mesure lorsque je les trouve peu chers, puisque là celui-ci m'a coûté 3 € et celui-ci également. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi je poursuis pas ma découverte de Marguerite Duras en sachant que la douleur et le barrage en début d'année ont vraiment chamboulé ma vie de lectrice, encore une fois, ou tout du moins ont vraiment apporté une pierre supplémentaire à l'édifice de la grande construction de ces livres qui marquent ma vie. Donc voilà, je suis très curieuse de tous les découvrir forcément. Et voilà, et puis lisez Marguerite Duras si ce n'est pas déjà fait, commencez par l'amant peut-être, parce que je pense que c'est celui vers lequel on tend le plus facilement de par sa notoriété, de par le retentissement qu'il a pu avoir dans le monde de la littérature. Mais voilà, si j'ai adoré l'amant, la douleur m'a vraiment fait quelque chose. Le barrage était incroyable également, mais tout de même, je trouve que l'amant est une bonne entrée en matière. Ensuite, je ne savais pas qu'était paru en poche, alors j'enlève juste le bandeau, je ne savais pas qu'était paru en poche Ressac de Digli. Digli, c'est une jeune femme que j'apprécie énormément suivre, notamment sur YouTube. Elle possède une chaîne sur laquelle elle parle de littérature et des lectures qui marquent sa vie. Mais elle est aussi illustratrice, elle est notamment à l'origine du recueil Je serai le feu, que je n'ai pas encore lu. Qui a l'air passionnant vraiment et dont j'ai vu de très très bons retours. Elle a également beaucoup travaillé sur des graphiques humoristiques. Dans Ressac, on va suivre l'aventure de Digli qui choisit donc de se couper un petit peu des réseaux sociaux et de la vie de tous les jours pour partir une semaine dans une abbaye bretonne dans laquelle elle va se retrouver seule face à elle-même et c'est une espèce de récit un petit peu initiatique et de quête de soi, je pense. J'en ai entendu des bons retours, j'avais pas vu qu'il avait eu un prix, mais mon prix du meilleur récit sélection 2023, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, je suis très curieuse de découvrir ce qu'écrit Digli hors de textes plutôt courts. Donc voilà, je reviendrai vers vous rapidement, vous en parler. Je sais que certaines personnes l'ont beaucoup apprécié puisque j'avais vu quand même des retours sur certaines chaînes YouTube quand il est sorti en grand format.
Mais voilà, j'étais obligée de me le procurer celui-ci, déjà parce que je suis très contente de soutenir cette autrice, cette youtubeuse, mais aussi parce que le sujet m'intéressait beaucoup. Les 2 prochains ouvrages, je souhaitais me les procurer depuis longtemps. Donc en premier, il y a Olivia Gazalet avec Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, qui est un ouvrage assez que j'avais tendance à penser très exigeant et que j'ai pourtant étudié récemment, et je me suis rendu compte que ça restait déjà d'une part très accessible, mais qu'en plus c'était pas non plus hyper sourcé comme le sont certains essais. C'est sourcé, mais on n'a pas il y a pas un côté très je voudrais pas dire très universitaire parce que du coup ça discréditerait un petit peu les recherches menées par l'autrice, et je sais pas du tout ce que je veux, mais en tout cas la langue qui est choisie reste très accessible et il n'y a pas d'exigence de connaissance d'un vocabulaire déjà très conséquent en matière de réflexion féministe. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça reste justement accessible à tous et qu'en même temps c'est très complet, donc j'ai hâte de le lire autrement que par fragments, ce que j'avais fait jusque là. Et voilà, je reviendrai vous en parler évidemment quand je l'aurai terminé. Je pense que par contre je le lirai en plusieurs fois parce que l'ouvrage est vraiment découpé par parties. Les parties sont quand même assez conséquentes et, et certaines sont un peu plus métaphysiques, on va dire, donc elles ne se lisent peut-être pas d'une seule traite, mais je pense qu'elles méritent d'être annotées. Donc voilà pour le premier ouvrage. Et enfin, je termine avec Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive de Silvia Federici. Ce livre, j'en entends parler depuis des années et des années. J'exagère peut-être un peu quand même, mais j'en entends parler depuis un bon moment. Et il m'avait été recommandé par une connaissance qui n'avait jamais lu d'ouvrage traitant vraiment de la femme, de la condition de la femme, de la représentation de la femme, et qui avait initié sa découverte et sa réflexion sur le sujet grâce à cet ouvrage. Et c'est vrai qu'il m'a toujours beaucoup impressionnée, déjà parce qu'il est assez conséquent, c'est la première chose, mais aussi parce qu'il est pour le coup pas mal exigeant. Et je pense maintenant être non seulement prête à le lire, mais aussi à l'annoter et à m'en servir dans ma réflexion personnelle. Donc je trouve que c'est très bien. Il est aussi impressionnant de par son prix, puisqu'il est quand même à 24 €. Ça fait partie de ces essais qui vraiment sont difficiles d'accès, quoi. Je trouve que c'est assez onéreux, 24 €. Après, je sais que vous pouvez le trouver en dématérialisé pour un prix nettement moins conséquent. Mais bon, voilà, en tout cas, je voulais cet ouvrage depuis très longtemps. Je suis très contente qu'il soit aujourd'hui dans ma bibliothèque. Silvia Federici, c'est une universitaire italienne d'origine, mais je crois qu'elle travaille aux États-Unis et qui a beaucoup travaillé sur la pensée féministe. On retrouve notamment, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler. On retrouve notamment des ouvrages qui sont beaucoup plus petits, donc peut-être beaucoup plus simples d'accès. Un petit peu partout, d'ailleurs, celui-ci a été pour ma part le plus difficile à trouver. Mais je pense que c'est vraiment celui-ci qui fait sa notoriété. Elle a tendance à parler du féminisme en le comprenant aussi au sein d'une pensée capitaliste, puisqu'elle va toujours mettre en parallèle et essayer de comprendre la différence, le moment du basculement entre le féodalisme et le capitalisme. Et en gros, ce qu'elle étudie, c'est l'histoire des femmes au moment de la rupture entre féodalisme et capitalisme. Donc il y a aussi toute une dimension historique, mais elle va venir ramener le point de vue des femmes, en fait, de la condition des femmes, de l'histoire des femmes. Forcément, ça m'intéresse beaucoup. Et pareil, je reviendrai vers vous lorsque je l'aurai terminé pour vous en parler. Ça fait un moment que je vous ai pas retrouvé finalement pour ce vlog, et je pense que c'est pour ça que je ne fais pas de vlog, c'est que je ne pense jamais à reprendre la caméra, ou alors je suis fatiguée et j'ai la flemme de faire les branchements. Voilà, et surtout qu'avec la chaleur actuelle, me poser dans le bureau pour filmer, c'est une épreuve.
Et pourtant, Dieu sait que je lis. Mais en tout cas, c'est ce qui va faire que cette espèce de petit vlog qui était censé durer sur 2 jours s'étend finalement sur une semaine. Bien que je vous présente les lectures que j'ai fait seulement sur 3 jours, si je me rappelle bien. Lorsque je vous ai quitté, j'étais quasiment à la fin de La princesse sans visage d'Ariel Holz et je l'ai terminé il y a quelques jours quand même maintenant. Et entre-temps, j'ai lu tellement de choses que je dois vous présenter. Je pense que soit je ferai un nouveau vlog, soit ce sera un point lecture tout à fait classique. Dans La princesse sans visage, on va suivre, j'ai déjà oublié les prénoms, on va suivre Ivy qui est une belle à mourir, donc une jeune femme qui est obligée de cacher son... Alors attendez, pardon, je bois un peu. Donc c'est une belle à mourir, une jeune femme qui a été victime d'une malédiction qui fait qu'elle ne peut pas montrer son visage, sinon les personnes qui le voient sont maudits et se font du mal et mettent fin à leur jour de façon assez atroce. Donc Ivy cache systématiquement son visage. Arrive un jour où on va venir la chercher chez elle, où elle est seulement avec sa nourrice. Et on va lui dire, voilà, il y a une compétition qui a lieu pour récupérer le trône, puisque le roi est mort. Et elle est l'une des héritières au potentiel de ce trône. Donc elle va se rendre dans le royaume où 4 reines, si je me rappelle bien, vont chapeauter cette compétition. Et cette compétition va se composer de 4 épreuves. Alors j'ai noté parce que je trouvais que c'était intéressant, en sachant que les épreuves ne sont absolument pas représentées par l'appellation qu'elles peuvent avoir. Donc il y a l'art de la table, l'aiguille, le thé et la danse. Donc elle va devoir participer à ces 4 compétitions, à cette compétition pardon, qui se constitue de 4 épreuves, et au terme de cette compétition, remporter le trône. Donc elle va avoir des adversaires qui sont sans foi ni loi parfois, voilà, et elle évolue dans un univers où finalement elle ne peut faire confiance à personne. Et voilà, je pense que je vous ai fait le scénario global du livre, en sachant qu'on est dans un univers de failles et que on a des petits passages qui... En fait, il est assez surprenant ce roman dans le sens où il a beaucoup d'inspiration, je trouve. C'est-à-dire qu'il m'a... La mythologie globale est très générale, mais pas dans le détail, m'a fait penser un petit peu à l'univers de Sarah J. Maas. Mais certaines scènes m'ont beaucoup plus fait penser à La Passe Miroir, par exemple. D'autres scènes m'ont beaucoup plus fait penser à L'Année de grâce. D'autres scènes encore m'ont fait penser au premier tome de Kéliana, puisque c'est le seul que j'ai lu. Bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration dans ce roman. Et ma foi, c'est plutôt bien fait, puisque c'est une histoire qui est vachement prenante, qui est haletante, on a envie de connaître la suite, et ça finit sur un cliffhanger assez important, puisque c'est vrai que depuis la sortie de ce livre, ce que j'entends le plus souvent, c'est que malheureusement le tome 2 ne sortira que l'année prochaine, et que donc les réponses vont se faire attendre, voilà. Mais c'était une lecture sympathique, j'ai bien aimé. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais je lirai la suite avec plaisir, et puis voilà, je pense qu'on peut encore une fois s'attarder sur la magnificence de cette couverture. Je pense que c'est une des plus jolies couvertures que j'ai pu voir en young adulte, et pourtant Dieu sait qu'il y en a. Mais voilà, je trouve que là, le travail éditorial est vraiment pas mal. Voilà. Sinon, rapide petit point qui n'a rien à voir, mais qui m'est assez important. Je commence à me lasser un peu de... J'ai l'impression que les livres sont beaucoup trop ressemblants actuellement. Beaucoup trop... Enfin, manquent cruellement d'originalité. Je dis ça car depuis que je suis en vacances, c'est-à-dire depuis jeudi dernier, je crois, donc ça fait une semaine, tout près, tout pile. Depuis une semaine, j'ai énormément lu. Et quand je vous dis énormément, c'est j'ai passé la plupart de mon temps à lire parce que d'une part, j'étais très fatiguée, j'avais besoin de temps pour me ressourcer un petit peu, mais aussi parce qu'il fait plus de 40 degrés à Montpellier et que la vie m'est absolument insupportable. J'ai beaucoup lu. Et j'ai la flemme d'aller vous chercher tout ce que j'ai lu. Mais en gros, je vais y aller quand même. Bon, un livre que je ne vais pas critiquer, c'est Les Possibles de Virginie Grimaldi, puisque j'ai pleuré comme un bébé à la fin de ce roman, au même titre que j'avais énormément pleuré dans Quand nos souvenirs viendront danser. C'était très cool, voilà. Bon, après, c'est sans prétention, la langue n'est pas exceptionnelle, voilà, c'est pas un roman qu'on lit
pour sa prose, pour la densité et la richesse de son vocabulaire, mais en termes d'émotion et d'empathie pour les personnages, je trouve que Virginie Grimaldi a vraiment quelque chose quoi, pour mettre en place ces personnages. Donc j'ai passé un très bon moment. Voilà, je m'arrête là et je vous parle du reste. Et c'est là que les choses se corsent, parce que j'ai lu Leur sang coule dans les veines. Et alors, mais j'ai même pas les mots en fait. Donc Leur sang coule dans les veines, c'est de Rachel Burge, c'est publié chez Casterman et c'est le premier tome d'une saga qui se voudrait nous parler de mythologie nordique un petit peu. Et alors c'était nul, mais c'était nul. Franchement, je suis désolée pour ceux qui ont apprécié, mais j'ai trouvé ça mauvais. Mais je pense que je pourrais vous lire, hein, je pense que c'est à la page 3 ou 4 déjà. Je me suis dit, mais qui écrit comme ça en fait? Qui écrit comme ça? Voilà, la phrase. Alors on est à la page 10 en sachant qu'il y a 4 pages de présentation et donc 2 pages de texte avant en gros. Dans le terminal des départs, les voyageurs se bousculent autour de moi, tirant derrière eux valises récalcitrantes et enfants plus récalcitrants encore. Et il y a plein de phrases comme ça. Il y a plein de phrases qui sont mais vraiment d'une banalité. Enfin, comme si on voulait faire croire au lecteur qu'il y a une tentative de bien écrire, alors qu'il n'y a aucune tentative de bien écrire. Il y a un moment dans le roman où quelqu'un vient de mourir en fait, et donc on a l'héroïne du roman qui s'appelle, je ne sais plus parce que je ne me rappelle jamais des noms comme d'habitude, mais cette jeune fille va se retrouver avec un garçon qu'elle a rencontré, bref, passons, et on est sur une scène dite romantique. Je tiens quand même à dire que le roman fait 300 pages et que les personnages se rencontrent à peu près à la 100e page, qu'ils échangent approximativement une cinquantaine de répliques avant de se retrouver dans une situation où il fait nuit, quelqu'un vient de mourir et ils sont sur le point de s'embrasser. Et alors la scène est lunaire, c'est-à-dire que je ne comprends même pas. Alors, quand je vais dire quelque chose, je vais l'expliciter plus en détail. Mais en fait, on a quand même besoin d'y croire quand on lit quelque chose. Ça veut pas dire qu'on a besoin d'y croire au sens que je sais pertinemment que il n'y a pas une jeune fille en Norvège qui hérite des pouvoirs de sa grand-mère qui lui viennent d'un arbre sacré, ça j'en suis consciente. Mais en fait, j'ai besoin de croire que ce que je suis en train de lire, ça pourrait exister. Ça pourrait exister dans un autre univers. Par exemple, je sais pas, quand on lit Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, il n'y a aucun moment où je ne crois pas ce que je lis, parce qu'il y a une mythologie, une complexité d'histoire, de personnages. Il y a quelque chose en fait autour qui fait que on y croit et on est vraiment plongé dans l'univers. Mais là, c'est impossible, quoi, parce que les relations entre les personnages sont tout simplement pas croyables. On a une jeune fille qui a 16 ans, qui prend l'avion toute seule de la France, je sais même plus si c'est de la France ou des États-Unis, mais à l'Écosse. À l'Écosse ou à la Norvège? La Norvège, toute seule, sans prévenir sa mère, qui se retrouve là-bas, qui dort des nuits avec un garçon dans une maison. Enfin bref, j'ai trouvé ça, mais c'était lunaire, c'était nul, mais c'était nul. C'était nul. Franchement, je suis désolée, mais si vous avez aimé ce roman, n'hésitez pas à le défendre en commentaire, mais pour moi, c'était la catastrophe. Ensuite, j'ai lu Lien de sang, qui est moins un échec que Leur sang coule dans les veines, parce que déjà, je l'ai préféré au dernier roman de l'autrice qui était Se taire ou mourir. Mais alors, on est sur quelque chose qui est vendu comme un thriller. Il n'y a pas d'intrigue en fait dans ce livre. J'ai tenu jusqu'au bout et franchement même je peux dire que j'étais assez prise dans ce qu'on me racontait. Mais il n'y a pas d'histoire dans le sens où en fait la conclusion qui vient, elle est très tardive déjà et en fait elle n'est pas assez intéressante pour clore un premier tome. Parce que j'imagine qu'il y aura une suite au vu de comment ça se termine. Mais voilà, enfin en fait c'était pas j'allais dire c'était pas nécessaire, mais c'était pas. Alors pour le coup, comparativement à Leur sang coule dans les veines, la traduction est chouette. Je trouve que c'est joliment écrit. Pour un roman young adulte, pour un public, pour je sais pas moi, des ados qui ont 14 ans, je trouve que c'est cool. Mais, mais franchement, c'est insuffisant quoi. Je trouve que c'est vraiment insuffisant. Il y a pas, on se casse pas la tête en fait. On fait pas des scénarios alambiqués, complexes, où on pourrait faire réfléchir le lecteur. Il y a vraiment des choses qui nous sont donnés dès les 30 premières pages, en fait, en gros, où on se dit, ok, c'est bon, j'ai compris qui sont les personnages, voilà. Et dans un thriller, je trouve que c'est problématique, même si c'est un thriller young adulte, je trouve qu'il ne faut pas prendre son lectorat pour plus bête qu'il ne l'est.
Et voilà, je trouve que... Ben, en fait, ça aurait pas été plus mal de finir sur le cul à la fin de cette lecture, et c'est pas le cas parce qu'on a déjà trop d'éléments qui sont donnés. Donc voilà, bref, ça n'a pas été une très très bonne lecture non plus, même si c'est largement au-dessus de Leur sang coule dans tes veines. Ensuite, j'ai lu Blackout à New York. Alors ça, je vais pas dire que c'était mauvais parce que c'était pas mauvais. J'ai passé un bon moment en le lisant, mais alors là, pareil, j'ai des petits problèmes avec le fait que tout est trop couru d'avance. En fait, tout est trop convenu, tout est trop couru d'avance, politiquement correct. Enfin, je sais pas, c'était pas. Et encore, franchement, il y a des passages qui étaient vraiment très jolis dans Blackout à New York et qui m'ont vraiment plu. Donc c'est. J'aime pas dire ça, mais moins pire, on va dire, que les deux précédents. Même si, franchement. Bah, franchement, c'était pas du tout original, quoi. Alors, je sais, c'est pas forcément ce qu'on demande en romance contemporaine young adulte, mais je sais pas. Je me dis, c'est triste en fait de ne plus pouvoir être exigeant parce qu'en fait, de la bonne littérature young adulte, à mon sens, pour en consommer depuis très longtemps quand même, et pour en avoir commencé à en lire au moment où c'était pas l'essor actuel qu'on connaît, je trouve que maintenant c'est vraiment paresseux quoi, et qu'on reprend vraiment des choses qui existent déjà pour faire du réchauffé, ça m'ennuie un peu, voilà. Donc, mais après, c'était mignon, Blackout à New York, voilà. C'est pas une lecture qui va me laisser un sentiment impérissable ou un souvenir impérissable. Mais, ouais. En fait, je sais pas trop quoi vous en dire parce que je suis un peu blasée de mes dernières lectures, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai lu Les secrets de Pandorian, les fleurs de Mégalove, de Carbone et Myrtille. Donc, c'est une petite nouvelle qui prend place dans l'univers de la BD La boîte à musique. C'était mignon, voilà. C'est vraiment très, 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 très jeunesse, par contre. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je sais pas pour quel public c'est recommandé, mais c'est très, très jeunesse. Voilà, c'est une petite aventure assez rocambolesque dans l'univers de la boîte à musique. Donc, on va parler de magie, on va parler de sorts, on va parler d'enfants qui font des grosses bêtises finalement. Et voilà, c'était mignon, mais c'est vraiment pour un lectorat très jeune. Bon, et je termine avec une surprise assez impressionnante parce que j'ai lu La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, publié chez Sarbacane dans la collection X-Prime. Et alors, ce roman, il traînait dans ma bibliothèque depuis un moment parce que j'avais vu énormément d'avis négatifs. Et j'étais un peu frileuse parce que le style, enfin, la forme du texte, c'est une forme en vers libre. Et je sais que c'est pas toujours une forme qui est très maîtrisée par les auteurs, et ça relève souvent, je trouve, dans la littérature contemporaine, d'une tentative qui malheureusement n'aboutit pas. Sur le dragon et la dragonne et le drôle, pas du tout, parce que c'est un texte qui est hyper musical déjà. Ce que je trouve vraiment bien parce que du coup on essaie d'intégrer une forme poétique mais ça a vraiment une valeur stylistique et une valeur pour le texte puisque le texte devient musical, ça c'était cool. Ensuite l'univers mis en place il est super sympa, il est simple, vraiment très simple, mais en même temps il y a un petit peu des inspirations steampunk, il y a un petit peu des inspirations fantasy et c'est bien fait en fait, c'est vraiment joliment fait, c'est bien dosé donc c'était agréable. La plume de l'auteur est vraiment sympa. Et l'histoire, malgré sa simplicité, et le fait que ce soit plein de bons sentiments une fois de plus, parce qu'on a un personnage qui est jeune, enfin qui est un jeune garçon, qui est un peu paumé, qui est un peu rejeté par tous, et qui va se lier d'amitié avec une dragonne en fait qu'il va rencontrer, sans parole, sans rien, ça va être quelque chose d'un petit peu transcendant. Et ce rapport était magnifique déjà, et puis l'histoire de ce jeune homme, elle était touchante. Tout était très simple, mais très réussi, très bien dosé, et tout était maîtrisé en fait. L'auteur n'a pas essayé d'en faire trop pour que ce soit intéressant. En fait, c'était intéressant exactement comme c'était, et ça, c'était cool. Donc, je trouve que c'est une lecture qui était très très bien dosée. C'est le dernier livre que je voulais vous présenter, voilà, dans les lectures que j'ai fait de ces derniers temps. Bon bah je crois que je vais clore ce vlog ici, il y a eu un peu de tout finalement, il y a eu du book haul, de l'avis lecture et puis du commentaire de lecture en direct. Mais voilà, j'espère que le format vous plaira, c'était un peu dur à filmer, pour moi c'est pas quelque chose que je fais habituellement, j'ai un peu de mal à emporter le téléphone partout avec le micro, tout ça, donc mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire, il y en a quand même un paquet, donc, et puis un paquet qui passe pas mal sur les réseaux en ce moment, donc n'hésitez pas à me le dire
Si vous les avez lus de votre côté. Ah, je vous l'ai pas montré, mais j'ai aussi lu, je vous le présenterai dans un avis lecture, celui-là. J'ai lu Moderato Cantabile de Duras pour faire une petite pause aussi dans la littérature young adulte, parce que j'essaie vraiment de faire baisser ma palle qui est derrière, ma palle de service presse, qui ne veut pas baisser en fait, visiblement. Donc je fais de mon mieux, mais c'est vrai que j'essaie d'entrecouper aussi avec des lectures plus perso. Euh, Voilà, beaucoup de blabla. Mais une fois de plus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous ont plu, si le format vous plaît aussi. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop chaud chez vous aussi, parce que ici c'est l'enfer. Surtout que là, je filme sans ventilateur pour pas que vous ayez le bruit. Donc voilà, en gros, je vous dis à bientôt.